Bonjour et bienvenue à tous dans cette émission spéciale de Demain à la Une. Mercredi 20 décembre sont prévues les élections générales en République démocratique du Congo. En tout cas, c'est ce que confirme la commission électorale. Pas moins de 44 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour choisir, entre autres, leur président. Le nouveau président, justement, prêtera serment le 20 janvier prochain après une présidentielle à un seul tour. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette première partie, ici dans les studios, Hassan Diop, notre spécialiste Afrique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et depuis Kinshasa, notre correspondante Aurélie Bazaraki-Bangula. Bonjour Aurélie, merci d'être avec nous. Je vais commencer justement avec vous, Aurélie. La RDC, aujourd'hui, c'est le deuxième pays le plus grand en Afrique, environ 100 millions d'habitants. On parle pour cette élection de 75 000 bureaux de vote à déployer dans un pays qui connaît la saison des pluies, mais qui connaît aussi surtout et qui a des routes qui ne sont pas très nombreuses et celles qui existent ne sont pas en bon état. C'est un grand défi logistique aujourd'hui. Alors effectivement, la logistique, c'est l'un des gros défis de ces élections. Comme vous l'avez dit, il y a 75 000 bureaux de vote dans les 26 provinces que compte le pays. Un pays immense de 2,3 millions de kilomètres carrés. Et nous sommes en pleine saison des pluies. Alors c'est important car les déplacements à travers le pays sont difficiles, voire impossibles dans certaines zones, faute de routes goudronnées. Alors pour être clair, il est difficile de savoir où en est le déploiement du matériel électoral. La CENI n'est pas vraiment transparente sur cette question. Dans un communiqué, la commission électorale a affirmé que le dernier lot de matériel commandé en Chine et en Corée du Sud est bien arrivé à Kinshasa et qu'il serait bien acheminé dans les zones prévues. Il y a quelques jours, le gouvernement congolais, via son ambassadeur auprès des Nations Unies, a sollicité l'aide de la MONUSCO pour acheminer le matériel restant. Alors la MONUSCO a déjà facilité l'acheminement du matériel dans 3 provinces où elle est présente, le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri dans l'est du pays. Là, les autorités demandent à la MONUSCO d'étendre cet appui logistique dans d'autres provinces du pays. Une demande faite à moins d'une semaine des scrutins et qui est restée pour le moment sans réponse. Alors un peu plus tôt, le président de la CENI, Denis Kadima, avait demandé au gouvernement congolais un appui logistique, un appui aérien de 4 avions Antonov et 10 hélicoptères. Alors à travers ces communications, on comprend bien que la CENI est dans l'urgence à moins d'une semaine des scrutins, une urgence qui fait même douter la conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, sur la tenue des élections dans les délais prévus. Alors la CENI, elle, martèle que tout sera prêt à temps. Elle a d'ailleurs appelé hier soir, dans un communiqué, les électeurs à se rendre aux urnes le 20 décembre comme prévu. Hassan, le président sortant, Félix Tshisekedi, donc lui aujourd'hui, d'ailleurs, en parlant des routes, son surnom, c'est Fachi Béton, par rapport à ce qui a été construit comme route pendant son mandat. Quel est justement le bilan avec lequel il sort, celui qui se représente aujourd'hui pour sa propre réélection? Alors, Félix Tshisekedi aura surtout bétonné sa position politique, c'est-à-dire il a renforcé sa position politique à la fois à l'égard de Kabila et à l'égard de ses autres rivaux, notamment dans cette élection présidentielle. Alors sur le plan économique, le bilan est plutôt mitigé comme toujours pour un premier mandat. D'après lui, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, la croissance était de un peu plus d'1% et qu'aujourd'hui il est d'un peu plus de 6%. Cela dit, il omet de préciser quand même que cette croissance est portée par les ressources minières. 95% des exportations du pays sont cobalt, cuivre, etc. Et ces exportations ne procurent que 24%, un quart à peine des richesses de l'État. Le secteur agricole reste le principal vecteur économique du pays avec près de 70 millions de personnes employées dans ce secteur, 37% du PIB. Alors côté toujours peut-être au crédit de Tshisekedi, de Félix Tshisekedi, on peut citer 5 millions, alors d'ailleurs il s'en félicite beaucoup, 5 millions de jeunes Congolais qui ont accès à une éducation gratuite, des enseignants qui ont vu leur salaire valorisé, mais sur le plan social, globalement, la plupart des ONG, des organisations de la société civile sont plutôt critiques, y compris d'ailleurs un certain nombre de groupes d'études spécialisés sur le Congo, qui ont fait des études qui précisent effectivement que la majorité, une très large
partie de la majorité de la population congolaise est loin d'être satisfaite de la politique sociale de Tshisekedi. Mais le plus gros échec dans ce bilan, évidemment, c'est la question de sécurité, la pacification de l'Est du pays, qui n'est toujours pas au rendez-vous. Absolument, et on y reviendra, puisque c'est un enjeu de cette élection. Absolument. Alors, Aurélie, justement, en parlant des critiques et des opposants, les 5 ténors de l'opposition congolaise se sont réunis en novembre à Pretoria, en Afrique du Sud, pour essayer de trouver un accord autour d'une candidature commune. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Quels sont aujourd'hui les principaux challengers de Tshisekedi sur les 22 candidats encore en lice pour cette présidentielle? Alors, sur la liste des principaux challengers de Félix Tshisekedi, on retrouve tous les opposants qu'on attendait dans cette course à la magistrature suprême. Il y a l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Plusieurs autres candidats l'ont rejoint et se sont ralliés à lui, comme l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, Seth Kikuni, Franck Diongo et plus récemment Delice Sanga. Dans la course, il y a aussi Martin Fayulu, candidat malheureux de 2018. Il y a le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, qui a fait son entrée en politique. Alors, ce sont ces principaux opposants-là qui battent campagne. Ils sont en ordre dispersé, comme vous l'avez dit. Ils n'ont pas réussi à s'entendre sur une candidature commune. Il faut rappeler que l'élection présidentielle au Congo se joue à un tour. Ça veut dire que toutes les voix comptent et peuvent faire la différence. Alors stratégiquement, il est plus intéressant pour l'opposition d'y aller en front commun. Il faut aussi préciser qu'il y a d'autres candidats qui font campagne, mais qui ont du mal à suivre le rythme des campagnes qu'ils disent à l'américaine, avec d'énormes meetings à travers le pays, parce qu'au Congo, c'est quand même un défi de battre campagne. Il faut d'énormes moyens financiers pour notamment louer un avion, car sans avion, il est presque impossible de se déplacer à travers le pays. On peut notamment citer Constant Mutamba et Rex Kazadi, qui font quand même des meetings dans quelques villes du pays, mais qui se sont heurtés à des difficultés de transport. Constant Mutamba, par exemple, est resté coincé à Kisangani quelques jours, faute d'avion. Il y a aussi Adolphe Muzito, l'ancien Premier ministre, qui a choisi de faire, lui, une campagne de proximité en s'appuyant sur des relais associatifs et en faisant des descentes dans les marchés de la capitale, Kinshasa. Hassan, qu'en est-il du clan de l'ex-président Joseph Kabila, qui a choisi donc officiellement de boycotter ces élections, même si on a l'impression aujourd'hui, selon les observateurs, que son nom continue, en tout cas, de planer sur le pays. Je rappelle qu'il était président entre 2001 et 2019. Il me semble que le Front commun pour le Congo, le FCC, cette espèce d'alliance politique des pro-Kabila est en perte de vitesse, voire en déshérence, à mon avis, depuis la fin 2020, lorsque Félix Tshisekedi a rompu son alliance, cette espèce de pacte, dit-on, secret avec Joseph Kabila, et créé lui-même son propre mouvement, l'Union sacrée pour le Congo, et mouvement qui a ensuite réuni un certain nombre d'ex-partisans de Kabila, y compris par une large partie des élus. Il y a une espèce de transhumance politique en faveur de Félix Tshisekedi. Et puis au sein de cette FCC, c'est pas non plus la grande entente. C'est une alliance composée de petits partis, mais où la plupart des leaders, les uns et les autres, ne sont pas toujours forcément sur la même longueur d'onde. Faut-il craindre, vous vous souvenez de ce fameux western qui avait opposé Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila au lendemain d'une élection? Je pense que de ce point de vue-là, il n'y a pas forcément de risque, à mon avis, à redouter de réactions armées ou d'une crise post-électorale aiguë, en tout cas venant du clan Kabila, puisqu'ils ont boycotté ces élections. Et puis surtout, Jean-Pierre Bemba, justement, qui était ce protagoniste de ce western, et a été nommé ministre de la Défense de Félix Tshisekedi depuis mars dernier. Aurélie, financièrement, la RDC a décidé de financer seule ce cycle électoral. Le pays n'a pas fait appel aux bailleurs internationaux. On parle d'un budget de plus d'1 milliard de dollars sorti directement des caisses de l'État. Mais à plusieurs reprises, dernièrement, la commission électorale a quand même fait part de difficultés financières.
Alors effectivement, en septembre dernier, elle dit avoir eu recours à des prêts bancaires tant que le fonds nécessaire pour préparer ces élections ne serait pas débloqué. Une source au sein de la commission électorale nous avait confié que les élections, c'est une course contre la montre. Il fallait continuer à les préparer, à avancer coûte que coûte pour tenir les délais. Selon plusieurs sources, la CENI attendait à encore un mois des élections le déblocage d'une somme d'environ 300 millions de dollars. Alors il est clairement difficile de savoir si ce déblocage a été effectué ou non par le gouvernement congolais et aussi si le budget global des élections a finalement été tenu, un budget qui est quand même énorme, 1,1 milliard de dollars. Mais ces retards de paiement ont jalonné la préparation des élections. Selon la CENI, du matériel électoral a pu être bloqué dans les usines, faute de pouvoir payer les prestataires. En gros, pas de livraison de marchandises s'il n'y a pas de paiement. C'était le cas par exemple des bulletins des procès-verbaux. Une source diplomatique nous a expliqué que faute d'avoir pu payer les prestataires sud-africains, une commande avait finalement été passée en urgence auprès de prestataires en Chine. Merci beaucoup Aurélie pour toutes ces explications. Nous reviendrons en deuxième partie avec vous Assane Diop pour parler du défi sécuritaire aussi dans un pays qui est aujourd'hui en proie aux groupes armés rebelles et près d'1 million, voire 2 millions de Congolais pourraient ne pas pouvoir voter la semaine prochaine. On s'arrête le temps d'un bulletin d'information et on revient juste après pour la deuxième partie de Demain à la Une. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à tous dans cette émission de Demain à la Une. Vous êtes à la deuxième partie de cette émission aujourd'hui qui est consacrée aux élections générales en RDC. Stéphane Balong vient de nous rejoindre, c'est le rédacteur en chef du service Afrique. Bonjour Stéphane. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous. Assane Diop est toujours avec nous, notre grand spécialiste de l'Afrique. Et je commence avec vous Stéphane. Aujourd'hui, on parlait à la fin de la première partie du défi sécuritaire. L'essentiel de ce défi se passe à l'est du pays, là où il y a un des principaux groupes armés, qui est le mouvement du 23 mars, le M23. 10 ans après leur dernière insurrection, les rebelles du M23 se sont une nouvelle fois lancés dans la conquête du territoire dans l'est du pays depuis fin 2021. Et c'est un vrai défi pour ces élections. Oui, précisément dans les territoires du Massissi et Rutshuru, deux territoires qui, dans ce scrutin, ne vont pas voter pour les raisons que vous évoquiez, les questions de sécurité et de violence. Donc, il n'y a pas eu d'opération d'enrôlement d'électeurs dans ces deux territoires-là, c'est dans le Nord Kivu. Il n'y a pas eu, les bureaux de vote n'ont pas été mis en place. Donc, c'est-à-dire que les électeurs n'ont pas reçu leur carte électorale. Exactement. Pas de bureau de donc, vote. Ils ne pourront pas voter. Au total, on parle d'environ 1 million de personnes qui, pour des raisons de sécurité et de violence, ne pourront pas voter à l'occasion de le 20 décembre prochain. 20 millions de personnes, vous imaginez, on est dans une élection à un tour. Donc, une élection dans laquelle chaque voix compte. Donc, 1 million compte. Exactement. Et même si on va au-delà de ces deux territoires-là qui ne votent pas, on est dans un contexte sécuritaire très tendu avec l'approche de l'élection. Les combats qui ont repris entre le M23 le M23 et l'armée. Donc, ces derniers jours ont été très tendus. La pression, les taux se resserrent autour de Goma, qui est la capitale régionale. Il se pose la question de est-ce que les électeurs, même ceux qui ont été inscrits dans les règles de l'art et qui ont une carte d'électeur, est-ce qu'ils pourront se rendre dans les bureaux de vote pour voter le 20 décembre. Donc, il y a une incertitude dans cette partie. Alors, et si vous voulez, pour faire juste pour nos spectateurs qui ne savent pas ce que c'est que le M23, juste un petit rappel, c'est ce groupe de rebelles qui est né lui-même d'un autre groupe qui s'appelait le CNDP, et pour faire simple, qui porte des revendications qui concernent une sorte de, disons, une plus grande représentativité, parce que c'est des anciens militaires tutsis congolais qui veulent être plus présents sur la scène politique et sur la scène militaire, c'est-à-dire une intégration. Pourquoi on les appelle M23 ? Ça a été fait dans le cadre d'un accord qui a été signé en mars, le 23 mars 2009. Et ils estiment aujourd'hui que cet accord, les termes de cet accord n'ont pas été respectés et donc ont repris les armes à cette occasion-là. Et pour Kinshasa, les autorités congolaises, il n'est pas question de discuter avec le M23 parce qu'ils le considèrent comme non pas
comme un groupe terroriste et donc pas question de négocier avec eux. Alors, Assane Diop, quand on parle du M23, on parle de Kigali. Il faudra peut-être expliquer d'ailleurs à nos téléspectateurs. Ces affrontements dans l'est du pays ont mis au point mort les discussions et les relations entre Kinshasa et Kigali, puisque le soutien du Rwanda au M23 a même été confirmé par des rapports d'experts du Conseil de sécurité des Nations Unies aujourd'hui. En effet, oui, plusieurs sources indépendantes et neutres ont confirmé les accusations de Kinshasa à l'encontre de Kigali dans cette affaire, dans le retour sur les sentiers de la guerre du M23. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Paul Kagame soutient cette armée pour continuer effectivement à contrôler et à exercer, toujours selon Kinshasa, ces pillages de ressources minières très nombreuses dans l'est de la RDC. Il faut rappeler aussi que le M23 est constitué surtout de combattants issus de la communauté Tutsi congolaise, de l'est du Congo, et ils veulent également faire entendre leur voix politiquement. Ajoutons d'ailleurs que cette coalition du M23 a été rejointe dès ce vendredi, en tout cas a annoncé de Nairobi ce vendredi Corneille Nangaa, qui n'est autre que l'ancien président de la Commission nationale électorale, donc très controversée de la RDC, aussi bien sous Kabila que lors du dernier mandat de Kabila. Voilà. Alors, depuis le 21 novembre, depuis le retour sur le devant, 21 novembre 2021, depuis le retour sur le devant de la scène de la guerre du M23, les relations entre Kigali et Kinshasa se sont fracturées. Félix Tshisekedi et Paul Kagame, qui avaient noué une amitié, nous dit-on, solide, notamment le 21 juin 2021, lors d'une rencontre à Goma, sont aujourd'hui à couteau tiré. Félix Tshisekedi va jusqu'à traiter, durant la campagne électorale, lors d'un de ses meetings, traiter Paul Kagame de dictateur, digne de Adolf Hitler, ce qui n'est pas peu dire. Et d'ailleurs, par la même occasion, il a également quasiment qualifié Moïse Katumbi, l'un de ses principaux rivaux, pour ne pas dire son principal rival dans cette élection présidentielle, jusqu'à traiter Moïse Katumbi de complice du Rwanda, donc dans cette guerre dans l'est de la RDC. Enfin, signalons enfin qu'il n'y a pas que le M23 dans les provinces de l'est de la RDC à utiliser les armes. Il y a au moins une centaine de groupes armés que l'on n'est toujours pas parvenu à pacifier. Et enfin, sans les casques bleus de l'ONU, il est certain que le M23 aurait depuis longtemps pris la ville de Goma. Alors, Stéphane, aujourd'hui, on parle de ces conflits, on parle du fait qu'il y a des électeurs qui ne vont pas pouvoir voter, mais on parle aussi de au moins 570 000 personnes contraintes à fuir les combats et d'une vraie catastrophe humanitaire à l'est du pays. Catastrophe humanitaire, d'autant plus que si on prend les chiffres dans leur globalité, on parle de 7 millions de déplacés. C'est un record, c'est du jamais vu. Ce qui explique, si vous voulez, que cette crise, la crise humanitaire et surtout les raisons qui ont conduit à cette crise humanitaire, c'est-à-dire la guerre dans cette région, ont été au cœur de la campagne. On a vu Goma a vu défiler tous les candidats, tous les grands, que ce soit le président sortant Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Mukwege ou Fayulu, ils y sont tous passés parce que Kivu, le Nord Kivu et Goma, c'est une réserve d'électeurs importante. Le Nord Kivu, c'est plus de 3 millions d'électeurs, donc c'est le deuxième le plus important sur l'étendue du territoire. C'est une question humanitaire, donc il était important pour les candidats d'y passer. Mais au-delà, en plus de cela, c'est aussi une question politique, notamment pour l'opposition. On le disait tout à l'heure, un des échecs, pour ainsi dire, de Tshisekedi, c'est la question sécuritaire. Donc, pour l'opposition, aller à Goma, aller dans le Nord Kivu, c'est l'occasion de rappeler que leur principal concurrent, a échoué sur ces questions-là. Et c'est aussi l'occasion de faire à leur tour des promesses. On a entendu un Moïse Katumbi dire qu'il allait créer un fonds spécial de 5 milliards de dollars, sans dire précisément comment il allait le financer pour prendre soin de cette région. Denis Mukwege, qu'on a surnommé l'homme qui répare les femmes et qui veut, dit-il, réparer la RD Congo,
on l'a entendu aussi dire qu'il veut renforcer la justice dans cette région-là parce qu'il faut punir, dit-il, des gens qui tuent et qui violent aujourd'hui dans une impunité totale. Donc, c'est dire la question sécuritaire est au cœur même de ce qui se joue aujourd'hui. Quand on voit que cette question sécuritaire est aujourd'hui un vrai enjeu pour le pays, même au-delà de ces élections, il faut aussi comprendre que les rebelles du M23 ont gagné du terrain ces derniers temps avec le départ des soldats de leur communauté des États d'Afrique de l'Est. Cette communauté qui s'est déployée depuis à peu près un an, enfin ces troupes qui se sont déployées à peu près un an, mais qui sont vues aujourd'hui par Kinshasa comme inefficaces et impopulaires. Et ils partent, et d'ailleurs, ils partent tout en disant qu'en fait, ils allaient transférer les responsabilités vers la communauté de développement d'Afrique australe, et ça aussi, on n'en voit pas encore la couleur. Oui, tout à fait. D'abord, bon, si vous voulez, les seules forces combattantes de cette force est-africaine, les seules forces qui ont véritablement combattu aux côtés des FARDC, ce sont les militaires burundais. Mais aucun, ni les Kenyans, ni les Ougandais, etc., aucune de ces militaires de la région déployés n'ont combattu dans le cadre de cette mission. Et d'ailleurs, cette mission concernant les autres pays, en fait, disent que cette mission n'a pas pu être mise en route parce que il était prévu que Kinshasa contribue à hauteur de plus de 200 millions de dollars au fonctionnement de cette force. Or, Kinshasa n'a jamais déboursé le premier cent venu, d'où l'échec de cette force. Alors, Félix Tshisekedi, effectivement, connaît un échec patent dans l'est de la RDC. Les casques bleus vont bientôt partir. C'est lui qui a demandé leur départ. Ensuite, cette force attendue de la SADC, on continue de l'attendre. Là aussi, je pense qu'il faut des moyens. Il n'y a pas de calendrier de déploiement, pas le nombre. Il faut des moyens. Alors, que fait Félix Tshisekedi? Il mise pour l'instant sur des armées privées, la sécurité privée. Je crois qu'il y a au moins 2 chefs mercenaires à son service actuellement, un ancien officier français et un ancien militaire français d'origine roumaine. Donc, alors ils sont considérés par Félix Tshisekedi comme des coachs. Voilà, c'est ce qu'il avait dit dans une interview. Et puis, il y a les fameux Vazalendos, les fameux Vazalendos. Les patriotes. Voilà, les patriotes, des milices privées, comme on en voit partout en Afrique de l'Ouest, mais qui sont considérés, notamment dans les rangs de l'ONU, comme une menace pour la sécurité de l'Est du pays. C'est-à-dire que finalement, Félix Tshisekedi a été piégé par cet engagement visiblement intenable, ni aujourd'hui, ni à l'issue des élections, de ramener rapidement la paix dans l'Est de la RDC, car il n'en a pas les moyens, et il n'a pas les moyens non plus de tenir militairement tête au Rwanda. Ça, c'est une clarté. On n'a plus que 30 secondes à peu près, Stéphane, mais je voudrais quand même vous entendre sur ce vide sécuritaire aujourd'hui avec le départ des troupes de l'Est. Il n'y a personne qui les remplace et les M23 qui prennent de la place. Mais si vous écoutez les autorités en place, ils vous disent qu'ils prennent toutes les mesures. D'ailleurs, quand on leur reproche un manque de lisibilité dans la stratégie, un coup on va solliciter les forces est-africaines, un coup on va solliciter la SADC, un coup on va solliciter des sociétés privées, on a l'impression qu'il n'y a pas véritablement de stratégie. Mais que répond Kinshasa, que répondent les autorités? Ils disent que c'est aussi... C'est de la stratégie. Ça veut dire qu'on est en train, en tout cas, on essaie de trouver la solution. Et la solution, elle n'existe pas toute faite. Il faut la chercher, il faut la trouver. Donc, il y a... Merci beaucoup. Oui. Il y a cette question qui va continuer d'être une préoccupation et à laquelle il va falloir trouver une solution. En tout cas, plus d'informations sur ces élections et sur les autres informations dans le journal de l'Afrique, entre autres. Merci beaucoup, Stéphane Malong, d'avoir été avec nous. Merci, Hassan Diop, d'avoir été avec nous tout le long de cette émission. Merci à vous tous d'avoir suivi cette nouvelle spéciale de Demain à la Une. Très bon week-end à tous sur France 24.